Alors, avant de donner la parole à Antoine Compagnon pour la suite de ses conférences sur les œuvres que Roland Barthes n'a pas écrites, juste un rappel. La semaine prochaine, il y aura 2 heures d'Antoine Compagnon, quelle chance, qui commenceront donc à 16h30. Il n'y aura pas de cours pour en parler, mais il y aura les conférences d'Antoine Compagnon à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Le 25 janvier, il n'y aura pas de cours, ni de séminaire. Et nous reprenons le 1er février, cette fois-ci, avec, dans le séminaire, l'intervention de Pascal Quignard sur le perdu. Voilà, c'était juste le petit rappel que je voulais faire avant de donner la parole à Antoine. Merci. Je voudrais d'abord revenir sur 2 ou 3 points évoqués la semaine dernière, avant de faire la leçon d'aujourd'hui, qui sera consacrée principalement sur Racine, œuvre de commande. D'abord, j'ai reçu un message qui m'interrogeait sur le titre de cette série de leçons, les livres que Roland Barthes n'a pas écrits. Ce message était un peu inquiet. Ah bon? Alors, qui a écrit les livres de Roland Barthes? Et ce n'était pas du tout le sens que je voulais donner à ce titre. Roland Barthes n'employait pas de collaborateurs anonymes, et il est question ici des livres qu'il aurait pu écrire, des livres en puissance, des livres virtuels, des livres qu'il n'a pas écrits, puisque beaucoup de ces livres sont des recueils d'articles. Et c'est aussi le sens que je veux donner à cette réflexion. Ce sont des recueils de préfaces, notamment de ces préfaces des années 50 et 60 dans les ouvrages des clubs de livres dont je parlais la semaine dernière et dont je parlerai de nouveau aujourd'hui. Tout texte qui répondent à des commandes, à des demandes, et c'était la thèse que je soutenais la semaine dernière, que je continuerai à soutenir dans ces 4 heures, des demandes ou des commandes détournées ou perverties. Et vous avez là la dédicace de Sur Racine à Maurice, qui est nul autre que Maurice Nadeau. Maurice Nadeau, qui a fait écrire Barthes à combat dans les années 50, qui est donc l'inventeur du degré zéro de la littérature. Et je suis perplexe devant ces dédicaces, puisque Barthes lui écrit ce texte que tu as sorti et aimé avec la fidèle, la profonde affection de Roland Barthes. Quel est le sens de ce sorti? Nous y reviendrons, mais je crois que c'est important. C'est Nadeau qui l'aurait en quelque sorte dégagé, extrait. Nadeau qui a quelques années de plus que Barthes seulement, mais qui est beaucoup plus avancé puisqu'il a écrit beaucoup plus jeune. Je voudrais faire 2-3 remarques sur ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai parlé à propos de ce jeu de Barthes avec la commande ou la demande d'effet pervers. Et je me suis aussitôt repris parce que la notion d'effet pervers a un sens assez précis en économie ou en sociologie, où elle est assez répandue. Je me suis repris, je vous ai dit, elle a été inventée par le sociologue Robert Merton, qui a caractérisé ainsi les unintended consequences, les conséquences imprévues d'une action sociale. Par exemple, on vient d'en avoir un exemple, la conservation produit du désordre. C'est un type même d'effet pervers d'une décision qui paraît raisonnable et dont on attend des effets positifs. Et l'effet pervers, eh bien, c'est un grand argument, justement réactionnaire ou conservateur. Dans le livre fameux d'Albert Hirschman, qui est intitulé en français « 2 siècles de rhétorique réactionnaire », c'est la perversité qui est le premier argument réactionnaire. Si vous faites une réforme, eh bien, il y a un résultat attendu qui rend le problème, inattendu, qui rend le problème pire qu'il n'était.
En vérité, ce n'est pas un argument réactionnaire, c'est véritablement le type même de l'argument conservateur. Il vaut mieux ne rien changer parce qu'il y a toujours des effets pervers. Mais ce n'est pas ça que je veux dire, bien entendu, avec Barthes, sur qui les commandes ont des effets pervers, c'est bien plutôt, et j'y viendrai longuement la semaine prochaine, c'est bien plutôt ce que Baudelaire appelait le démon de la perversité, pour traduire « The Imp of the Perverse » d'Edgar Poe. C'est ça que j'ai à l'esprit, l'idée que la commande a sur l'écriture un effet qui n'est pas du tout unintended, non intentionnel, mais au contraire qu'il déclenche une sorte de démon de la perversité, et ainsi on a vu comment Camus, d'une certaine façon, Barthes se vengeait sur Camus d'avoir à répondre à une commande la semaine dernière, et on verra aujourd'hui comment, d'une certaine manière, il se venge sur Racine d'avoir à répondre à une commande. Le second point est relatif, j'ai évoqué l'importance de la demande, et je disais, Barthes parle toujours de demande et de commande, et je disais, la demande, ça a un sens simple, mais ça a de plus en plus, lorsqu'il emploie cette expression, une référence psychanalytique et une référence lacanienne importante, puisque Barthes était très marqué et très impressionné par cette doctrine lacanienne. Je disais, la demande s'est adressée à la mère, c'est la demande d'amour, et on ne peut pas y résister à cette demande. Mais il faut aussi se souvenir que cette demande peut se renverser, et c'est la demande de la mère à l'égard de son fils. Et si l'on pense au rapport de Barthes et de sa mère, il lui a si peu survécu, et il ne l'a jamais quitté jusqu'à sa mort, et dans le journal de deuil, il décrit comment il est devenu la mère de sa mère, elle, petite fille. Et c'est aussi à cette demande-là que l'on ne peut pas résister. Le troisième point que je voudrais soulever, je vous ai dit, il est question beaucoup de ces clubs de livres et du fait que Barthes ait tellement travaillé pour les clubs de livres. Voici les clubs de livres qui occupent ces années 50, en gros de la Libération jusqu'au milieu des années 60, et Barthes a travaillé intensément pour tous, et je regrettais qu'il n'y ait pas de mythologie des clubs de livres. Mais il y a une thèse, c'est une thèse de l'école des Chartes, soutenue en 1996 par Alban Cerisier, qui est aujourd'hui l'archiviste de la maison Gallimard et qui exerce d'importantes responsabilités. C'est à ma connaissance le seul travail sur ce secteur qui a occupé une place considérable dans l'économie du livre pendant près de 20 ans. Barthes n'écrit donc que sur commande, ce qui résout la question ontologique et ce qui réveille le démon de la perversité. Nous l'avons vu à l'œuvre sur Camus, voyons-le à l'œuvre sur Racine. Le livre de 1963 sur Racine, en vérité, c'est le recueil des introductions aux tragédies de Racine qui avait paru au Club français du livre en 1960 et qui provoquèrent, une fois recueillis dans un livre, la fameuse polémique de la Nouvelle Critique en 1965 et 1966, le livre de Raymond Picard, Nouvelle Critique, Nouvelle Imposture, en 1965, et la réaction de Barthes, Critique et Vérité, en 1966. Tout cela venait donc d'introduction au Club français du livre, qui prenait place dans les 2 tomes consacrés à Racine d'un monumental théâtre classique français. Et voici le bulletin qui lance cette entreprise en 12 volumes, l'une de ces lourdes
artillerie que les clubs du livre mettaient en chantier à cette époque. C'étaient donc les 2 derniers volumes, les Racines, après 5 volumes pour Corneille et 5 volumes pour Molière, dont l'œuvre est évidemment bien plus considérable. Théâtre classique français, 12 volumes, Corneille, 5 volumes de Jacques Lemarchand, Molière, 5 volumes d'Alfred Simon, enfin Racine, 2 volumes confiés à Barthes. Jacques Lemarchand, c'était un critique dramatique à Combat et au Figaro littéraire, directeur littéraire chez Gallimard. Alfred Simon, c'était également un critique dramatique, celui de la revue Esprit, proche de Jean Vilar. Vous le voyez, ses collègues n'étaient pas non plus des universitaires, mais des hommes de lettres, des journalistes, des chroniqueurs dramatiques de la presse. Barthes avait déjà donné une préface à Iphigénie pour le théâtre de Racine, cette fois dans le Club des libraires de France. Vous vous souvenez de tous ces clubs qui sont apparus dans ces années 50. Et dans ce théâtre de Racine du Club des libraires de France, sorti des presses en 1958, les préfaces avaient été confiées à quelques grands noms de la vie littéraire parisienne, tels Jean Cocteau, André Mauroy, Thierry Monnier, Maurice Garçon, ou la grande comédienne et conférencière Béatrix Dussane, et aussi Jacques Lemarchand. Il m'est arrivé de regretter que la tradition de ces préfaces à la littérature classique ait disparu. Dans les années 50, les livres de poche étaient toujours précédés de préfaces confiées aux écrivains. Car l'un des effets du tarissement de ce marché et de cette demande fait, me semble-t-il, que les écrivains contemporains lisent moins les classiques, puisqu'on leur commande moins de préfaces. Pour sa seconde préface à Iphigénie au Club français du livre, donc 2 ans après celle-ci, Barthes s'est contenté de reprendre la première, tout en modifiant le début et en insistant sur ce qu'il appelle désormais l'éros racinien, qui est le thème de sa préface, de son introduction plutôt, à Sur Racine, mais pour le reste, c'est le même texte pour Iphigénie. Cet imposant théâtre classique français, le voici lancé en 1958, c'est l'une des éditions les plus lourdes du Club français du livre. Avant son formidable Balzac, dont vous vous souvenez, beaucoup d'entre nous, ce Balzac de 1962-1964, dont les volumes portent les lettres H-O-N-O, etc., ce qui fait 16 volumes, et quelques années plus tard, c'est le Hugo en 18 volumes, qui est l'édition de Jean Massin, toujours indispensable. Donc ces clubs lançaient vraiment de grosses entreprises d'édition par souscription, telle que celle-ci. Voici le bulletin qui est encore à la Bibliothèque nationale, bulletin de souscription, et vous voyez que le siège du Club français du livre, c'était rue de la Paix, assez bien situé pour montrer l'importance capitalistique de l'entreprise. Il fallait payer un droit d'entrée, vous le voyez là, de 2780 anciens francs, et ensuite des mensualités de 1100 francs, qui ont été portées à 1250 francs en mars 1959, à la suite des 2 dévaluations qui ont suivi l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Et cette somme est devenue 12 francs 50 en janvier 1960 avec le nouveau franc. Et on recevait un volume tous les 2 mois. Le premier volume apparu en juillet 1958,
La souscription a été close à la fin de l'année et les délais furent tenus puisque les livres de Roland Barthes ont paru comme prévu en mai 1960. Cette belle entreprise fut aussitôt suivie d'un théâtre français des XVIIIe et XIXe siècles en 10 volumes, 2 pour Beaumarchais, 4 pour Marivaux, qui ont été confiés à Bernard Dort, l'ami de Barthes, 4 pour Musset. Et vous voyez que ça faisait un bel alignement de 22 volumes arrangés dans son salon sur les rayonnages entourant la télévision, reliés, plein chagrin, tête de nègre, gravée à leur fin. Une nouvelle souscription a aussitôt suivi que voici, du théâtre classique français, ouverte en 1964, les ouvrages étant cette fois reliés, pleine peau rouge, ancien, orné de fer, alors 18 carats. Et ces volumes sont restés longtemps disponibles en souscription ou au comptant. Avec ces données circonstancielles, ce marché qui est, j'ai employé l'expression Middlebrow la semaine dernière pour le qualifier, pourrait suffire à expliquer que Barthes est tenu à marquer ses distances par rapport à la commande, par rapport à l'interprétation scolaire de Racine, comme il l'avait fait de la lecture sentimentale des romans de Camus. Lorsqu'il accepte la commande d'une édition de Racine à la fin de 1957 ou au début de 1958, voilà comment il est présenté dans le bulletin du Club français du livre. Barthes est présenté, vous voyez, dans cette page, comme l'un des plus brillants essayistes de notre temps. Bon, dans ce bulletin promotionnel, on rappelle qu'il vient de faire paraître ses mythologies, et c'est bien l'auteur des mythologies, c'est bien à l'auteur des mythologies que le Club français s'adresse pour une entreprise qui est à destination d'un public qui est tourné en dérision dans les mythologies. Barthes commence pourtant très sagement dans son édition et il signale dans une note liminaire qu'il adopte le texte canonique donné par Paul Ménard dans Les grands écrivains de la France, donc la grande édition de la fin du XIXe siècle. Toutefois, précise-t-il, ces textes, dit-il, que l'on retrouve dans toutes les éditions scolaires de Racine. Toutefois, il précise qu'il y intègre les corrections qui viennent de l'édition que Raymond Picard vient de donner à la Pléiade. Et là, on voit qu'il y a eu, bien entendu, une affaire de droit dans cette affaire. On ne peut pas reprendre le texte de Raymond Picard dans la Pléiade, donc on prend le texte des grands écrivains de la France qui n'est plus sous droit, puisqu'il date de la fin du XIXe siècle, mais on intègre les corrections de Picard. Vous voyez qu'il y a peut-être dans l'irritation de Picard, une fois qu'il réagira sur Racine, d'autres raisons. Les notes de Barthes dans cette édition sont peu abondantes, mais elle est augmentée de 2 cartes dépliantes de l'Orient racinien et d'une vie de Racine en tête du premier volume. Tout ce qu'on attend d'une édition non pas critique, n'est pas vraiment critique, mais d'une édition utile. Enfin, le dernier volume de cette édition de Racine est suivi d'une très longue chronologie, ou plutôt d'un tableau chronologique de 37 pages sur 4 colonnes, littérature, arts et sciences, religion et philosophie, histoire et politique. En noir pour les événements ayant lieu en France, rouge pour le reste de l'Europe et noir souligné de rouge pour le reste du monde. Recouvrant les années 1599-1715, de Shakespeare à Marivaux, cette chronologie est donc valable pour l'ensemble des
des 12 volumes de ce théâtre classique. Elle n'est pas signée, elle n'est évidemment pas l'œuvre de Barthes, mais on voit ici cet appareil pédagogique, cet appareil scolaire qui manifestement l'irrita. Il détestait en effet cette manière convenue et illusoire de faire de l'histoire littéraire par la pure et simple juxtaposition d'événements disparates dans des colonnes. Et il est très intéressant que c'est précisément ainsi que commence l'article qu'il écrit dans la revue Les Annales en 1960 et qui est au fond sa réaction à la contrainte qu'il a eue d'écrire sur commande. Cet article, qui dans Sur Racine vient en appendice après les préfaces de son édition du Club français du livre, est intitulé Histoire et littérature à propos de Racine. Voilà la couverture des Annales qui est très intéressante puisque vous voyez que l'article de Barthes est précédé d'articles de Jacques Le Goff, d'Emmanuel Leroy-Ladurie et de Fernand Braudel. Et au fond, c'est le ticket d'entrée de Roland Barthes à l'école pratique des hautes études, puisque c'est à la suite de cette publication qu'il entrera en 1960 à l'école pratique. C'est l'article qui lui ouvrira les portes de la 6e section. Ces pages, le titre changera sur Racine, elles s'appelleront Histoire ou littérature, point d'interrogation, et non plus Histoire et littérature. Et voici le début de l'article, qui est précisément une condamnation de ce à quoi l'on a assisté dans la chronologie. Il existe actuellement à la radiodiffusion française une émission naïve et touchante. Touchante parce qu'elle veut suggérer au grand public qu'il n'y a pas seulement une histoire de la musique, mais qu'il y a aussi des rapports entre l'histoire et la musique. Naïve, on ne voit que trop pourquoi. Le principe de l'émission consiste à rapprocher des événements et des œuvres. Le trait d'union, le rapport, l'élément commun, bref, le facteur d'identité, la date. On nous annonce 1788, convocation des États généraux, rappel de Necker, concerto numéro 4 à 4 en ut pour cordes de B. Galuppi, la ponctuation laisse ici perplexe. L'auteur de l'émission pense-t-il à un rapport analogique entre le rappel de Necker et le concerto de Galuppi? Veut-il seulement nous suggérer que l'un et l'autre font partie d'un même ensemble causal, etc. Donc, vous voyez comment l'article des Annales réagit au cadre de la commande à laquelle Barthes a répondu de l'autre côté. Son édition visait une clientèle prudente, soucieuse à la fois de culture et de luxe, mais de culture conformiste, de luxe démocratisé, voire vulgarisé. Le premier tirage de ce théâtre classique français était de 18 500 exemplaires. 18 500, c'est une édition qui n'est pas rare. De surcroît, ce Racine du Club français du livre, où Barthes côtoie donc des chroniqueurs dramatiques chargés de Corneille et de Molière, semble avoir été le résultat d'un quiproquo ou d'une déconvenue. En 1971, dans Tel quel, je citais cet entretien, qui est le premier entretien autobiographique de Roland Barthes, il confesse à Jean Thibaudot son peu de goût pour Racine. Barthes n'aimait pas Racine. Racine, dit-il à Thibaudot, était une pure commande. Bon, je ne sais pas s'il y a des commandes pures, j'en doute, mais une pure commande, ça veut dire que c'est une commande à son corps défendant. Racine était une pure commande. Grégory, je vous ai parlé de Grégory, c'est le directeur du Club français du livre, je reviendrai à lui,
m'avait demandé une préface pour les Mémoires d'outre-tombe. Cela me plaisait beaucoup. Ainsi, Barthes n'aimait pas Racine, mais il se plia aux exigences de la commande du directeur du Club français du livre. Et vous voyez, c'est l'inconvénient des commandes, hein, qui sont toujours proches des commandements. Barthes veut dire, au fond, qu'il n'était pour rien dans le choix. Vous vous souvenez de l'importance de l'expression « pour rien » la semaine dernière. Il n'était pour rien dans le choix de Racine. Et sans doute ne plaisantait-on pas avec Claude Grégory, personnage très intéressant, qui était né Claude Zalta en 1921. Grégory, c'est le nom qu'il a pris pendant la guerre. Il était d'origine franco-libanaise et il est l'une des personnalités les plus imposantes de cet âge des clubs, des années 45 au milieu des années 60. C'était un résistant sous l'occupation qui avait été condamné à mort par Vichy, qui s'était évadé à l'aide d'un de ses amis, qui est l'acteur Francis Blanche. C'était un proche d'Aragon. Il était lié à Edgar Morin. Edgar Morin était peut-être le truchement entre lui et Barthes. Il fait partie de ces gens à qui la guerre a servi d'université. C'est un autodidacte. Il était étudiant en 40 et puis il est passé dans le maquis et en 45, il est devenu chroniqueur dramatique de Ce Soir, le quotidien communiste, jusqu'à sa rupture avec le Parti communiste en 1949. Et c'est là qu'il rejoint le Club français du livre comme directeur éditorial et puis directeur général. De manière très intéressante, lorsque les book clubs n'ont plus fait recette en France, Claude Grégory est l'inventeur en 1964 du nouveau modèle économique qui a pris le relais et qui lui aussi mériterait une petite mythologie, ça serait très désirable, l'Encyclopædia Universalis. L'Encyclopædia Universalis est lancée par Claude Grégory en 1964. Le premier volume paraît en 1968 et vous voyez, dans la première édition, il y en avait 20, 16 volumes du corpus, 3 volumes de Thésaurus et un volume d'Organon. C'était la vraie cathédrale du savoir. Et c'est très intéressant de voir la continuité des book clubs des années 40 aux années 60 et de l'Encyclopædia Universalis. Bien entendu, tout ça, c'est mort. Ça a été tué par Internet, aussi bien les book clubs que les encyclopédies sur papier. Ça a été tué par le monde numérique. Et il y a évidemment un article très important de Roland Barthes dans l'Encyclopædia Universalis, c'est l'article texte, théorie du texte, qui est un peu le résumé de toute la pensée de Barthes, qui est donc fidèle à Grégory et à ses commandes. Il paraît l'article texte dans le tome 15, à la lettre T, en 1973. Tout cela, je l'ignorais jusqu'au moment où j'ai fait cette recherche. Je vous ai dit la semaine dernière que je ne signais pas de contrat, que je n'acceptais pas de commande. Mais quand j'étais très jeune, ma première commande, c'était à l'Encyclopædia Universalis, où j'ai travaillé, puisque j'étais jeune, pour les derniers volumes, le Thésaurus, où justement, à l'automne de 1973, où j'avais besoin d'argent, parce que on a toujours besoin d'argent quand on est jeune, et que j'ai écrit une bonne centaine de notices anonymes. J'étais collaborateur anonyme pour le Thésaurus, des notices sur la littérature française, surtout du XIXe et du XXe siècle. Commande fastidieuse,
mais commande profitable, non seulement par l'argent qu'elle rapportait, mais je crois qu'il est bon d'être initié à l'écriture au kilomètre. Je crois que qui n'a pas été payé à la ligne, comme Barthes l'a été dans les années 50 et comme je l'ai été dans le Thésaurus en 1973, qui n'a pas été un jour payé à la ligne, ne sait pas écrire. Mais il y avait quand même des clauses abusives, parce que des années plus tard, j'ai vu ces notices anonymes paraître avec ma signature quand le Thésaurus a été repris dans des anthologies. Donc j'aurais mieux fait de relire les contrats à l'époque. Mais vous voyez comment Barthes est passé des clubs du livre à cette entreprise qui a suivi. Pourquoi a-t-il donc dû écrire son Racine ? Parce que Grégory n'a pas obtenu le texte des Mémoires d'Outre-Tombe. Voilà encore un livre que Barthes n'a pas écrit. Cette préface des Mémoires d'Outre-Tombe que nous pouvons regretter. Barthes explique que Grégory n'a pas obtenu le bon texte des Mémoires d'Outre-Tombe. Ce bon texte, c'était assurément celui que Maurice Le Vaillant avait établi pour l'édition du Centenaire chez Flammarion et puis pour la bibliothèque de la Pléiade. Et vous vous souvenez que Gallimard avait son club du livre, le club du meilleur livre. S'il avait voulu faire des mémoires de Chateaubriand, c'est là qu'il les aurait donnés. Barthes explique donc, Grégory, ayant besoin d'un Racine, me le demanda. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Autant j'aime Michelet, autant je n'aime pas Racine. Je n'ai pu m'y intéresser qu'en me forçant à y injecter des problèmes personnels d'aliénation amoureuse. Et que grâce à une citation opportune du mariage de Figaro, Barthes se moque de lui-même, ainsi que de l'arrangement qu'il accepta et qui substitua Racine à Chateaubriand. Mais il ne dissimule pas son antipathie pour Racine. Ses propres classiques, ajoute-t-il, sont Sade, Flaubert et Proust. Dans son Racine, il règle donc des comptes avec un être aimé. Pour Barthes, Racine fut donc non seulement une pure commande, mais un second choix, un choix par défaut. Racine fut un substitut de Chateaubriand, un lot de consolation après la faillite d'une édition des Mémoires d'Outre-Tombe au Club français du livre, pour ainsi dire un rattrapage, et en vérité un pinceau, avec les effets induits de cette animosité, c'est-à-dire le paradoxisme et le radicalisme. Alors, l'apprendre à l'occasion de ce petit travail, cela, je l'avoue, m'a soulagé, car le livre de Barthes sur Racine m'a toujours gêné, parce que j'aime Racine, je crois. Or, voilà qui pourrait expliquer que ce livre soit aussi peu racinien. Barthes, le voici ce livre, avec la dédicace au directeur, fondateur des éditions du Seuil, Jean Bardet. Barthes fait de l'esprit parce qu'il n'a pas de goût pour Racine. Et ses introductions banalisent, me semble-t-il, trivialisent les tragédies l'une après l'autre. Il les raconte comme s'il s'agissait de faits divers et tout le tragique en disparaît. Bérénice, par exemple, est une vieille maîtresse dont Titus ne sait plus comment se débarrasser, et Rome sert de prétexte. Il n'y a plus de Dieu caché et il n'y a plus d'absence de grâce. J'ai souvent enseigné Racine en France et aux États-Unis, et aujourd'hui les étudiants ne demandent qu'à, ou même depuis longtemps, ne demandent qu'à ignorer le tragique
de la situation qui est faite aux amants dans Racine, il leur était étranger dans tout ce qu'il peut avoir de sublime, et les quelques pages de Barthes les arrangent en les autorisant à faire l'impasse sur la tragédie des héros. Et c'est très difficile de les mettre en garde. L'introduction générale sur Racine, qui porte sur l'œuvre entière, la réduit à cette équation: A a tout pouvoir sur B, A a tout pouvoir sur B, A aime B qui ne l'aime pas. Sans doute une variante de la formule de l'aliénation amoureuse personnelle que Barthes aurait transposée dans l'éros racinien. Dans son insistance sur la sauvagerie primitive de Racine, Barthes retrouve quelques fameux critiques du tournant des XIXe et XXe siècles qui avaient reconnu cette violence dans ce théâtre au terme d'un siècle romantique durant lequel on avait réduit Racine à une dramaturgie de cour et à un rituel versaillais. Après Stendhal, par exemple avec Taine, on a longtemps dénigré Racine pour exalter Shakespeare, mais tout a changé vers la fin du siècle avec des critiques comme Lemaître et Brunetière, et Racine est devenu une brute. Et quand Peggy, puisque c'est chez Peggy qu'on trouve la plus grande exacerbation de cela, Peggy qui insiste sur la cruauté du théâtre de Racine, sur la perversion de ces jeunes filles, quand il compare le souffle généreux des héros de Corneille et l'instinct mauvais des héroïnes de Racine, eh bien, il me semble qu'on a déjà l'annonce des considérations anthropologiques et psychanalytiques de Barthes sur la horde primitive. Sur Racine, vous l'aurez compris, c'est le livre de Barthes que j'aime le moins et qui m'a toujours paru artificiel ou même faux dès ma première lecture. Mais j'ignorais tout de sa genèse jusqu'à ce que je vous dis aujourd'hui. Et je m'explique mieux ma résistance et je trouve une excuse dans l'aveu qui est fait par Barthes lui-même qu'il n'aimait pas Racine, et je regrette donc que, faute de droit sur le bon texte, il n'ait pas donné d'édition des Mémoires d'outre-tombe, en tout cas de préface. Voilà une œuvre perdue, mais vous le savez, il s'est rattrapé en rédigeant une préface à la vie de Rancé, quelques années plus tard, autre commande dont il a été question dans le cours que j'ai fait dans ma dernière année de cours sur la vie de Rancé, et il s'est rattrapé dans cette préface sur ce qu'il n'avait pas pu faire pour le club du meilleur livre. Barthes ne cédait pas à toutes les demandes, mais à beaucoup d'entre elles. Fidèle à Nadeau, et donc aux Lettres Nouvelles, à la revue de Nadeau. Nadeau, je l'ai dit, est un personnage très important qui lui a fait écrire. Il refusa, par exemple, de tenir une chronique dans la Nouvelle Revue française, en 1954, à la demande de Jean Paulhan et de Marcel Arlan. Il refusa de même de tenir une chronique dans les Temps modernes, en 1955. Donc c'est le moment où il est sollicité, après le Degré Zéro et Michelet, il est sollicité par ces revues. Donc il refuse une demande de Sartre en 1955. Mais les commandes des clubs, probablement plus rémunératrices, lui convenaient. À la même date où il polémiquait avec Camus dans Club, comme on l'a vu la semaine dernière, il donna au Club du meilleur livre, donc le club filial de Gallimard et Hachette, une courte préface aux projets théâtraux de Baudelaire. Pour les œuvres complètes, 2 beaux volumes importants,
publié en 1955 dans la collection Le Nombre d'Or, donc du Club du meilleur livre. Et ce texte de Barthes est intitulé Le théâtre de Baudelaire. Il est repris dans les essais critiques en 1964. La maquette de ces deux volumes est, une fois de plus, l'œuvre de Massin, omniprésent dans ces années. Cette édition de Baudelaire est importante. Elle est faite sous la direction de Samuel Sylvestre de Sacy, et Barthes y figure en très bonne compagnie. Donc c'est le même système. On a des préfaces d'auteurs différents pour toutes les œuvres de Baudelaire. C'est moins une édition critique qu'une édition préfacée. Et la liste des préfaciers est impressionnante. On y trouve des savants érudits, comme Lloyd James Austin, le grand baudelairien anglais. On y trouve Maurice Nadeau, Yves Bonnefoy, Pierre-Jean Jouve, Marcel Ruff, Gaëtan Picon, Gabriel Bounour, tous liés au Mercure de France. Donc on voit bien que l'origine de cette édition, c'est le Mercure de France. Et dans le cas de Barthes, il est clair que l'intermédiaire, c'est de nouveau Nadeau. Dans l'avertissement à ces deux beaux volumes, Sacy, qui est l'éditeur du Mercure de France, signale qu'un nom manque à cette édition, celui qui l'a réalisé et qui n'a pas pu la signer. Claude Pichois, tout jeune homme, qui a 30 ans, aurait dû inscrire son nom en tête de cette édition. C'est lui qui l'a faite, mais son nom n'apparaît pas. Voilà encore un collaborateur anonyme. Claude Pichois aurait dû inscrire son nom en tête de cette édition. Mais ses engagements antérieurs n'ont pas permis qu'il le fasse. Pichois avait 30 ans en 1955, donc l'édition a été réalisée dans les quelques années qui ont précédé. C'était un jeune baudelairien de grand avenir, bien sûr. Il expliquera plus tard, à la fin de sa vie, qu'il n'avait pas osé signer ces deux volumes, dont il était la cheville ouvrière, parce qu'il était alors boursier du CNRS et qu'il était censé consacrer son temps à la rédaction de ses thèses. Il n'avait pas tort de se montrer prudent, car l'année précédente, Barthes venait d'être chassé du CNRS à la suite d'un rapport impitoyable de son directeur de thèse, Georges Matoret, que voici, à qui il s'était fort rarement présenté depuis 1 an, dit le directeur. S'il avait bien publié 2 livres, Matoret jugeait, vous pouvez lire, La langue du degré zéro de l'écriture, extrêmement imagée et obscure, fort prisée de certains milieux. Et il évoquait brièvement le Michelet, avant d'ajouter « La recherche des documents et la rédaction de ces volumes ont exigé certainement 1 année de travail. On est donc fondé à croire que M. Barthes n'a pas travaillé à sa thèse depuis le printemps de 1953. » Pichois avait donc raison de se montrer prudent, mais voilà en passant une autre œuvre perdue de Barthes, cette thèse sur le vocabulaire de la politique économique et sociale de 1825 à 1835, dont nous n'avons que des fiches déposées à la Bibliothèque nationale. Pichois avait donc été contraint de dissimuler son rôle dans ces 2 volumes. Il n'en était pas moins très fier du plan strictement chronologique qu'il avait adopté pour ce Baudelaire du Club du meilleur livre. Très intéressant. Ce Baudelaire était strictement chronologique. Ce n'est pas le plan que Pichois devait adopter pour sa propre édition de la Pléiade, celle que nous avons aujourd'hui de 1975-1976, mais de manière assez curieuse, c'est le plan qui sera adopté par la prochaine édition de la Pléiade, la 5e, en cours de réalisation.
on ne peut pas oublier que la première Pléiade, c'est le numéro 1 de la Pléiade de Jacques Chiffrin, qu'on appelle Jacques Chiffrin en français, je crois. Il y a une biographie de Jacques Chiffrin qui vient d'être publiée, que je vous recommande. Jacques Chiffrin, qui avait inventé la Pléiade. Le numéro 1, c'est Baudelaire. Et puis, il y a eu une seconde édition de ce Baudelaire, une fois que la Pléiade est entrée chez Gallimard, en 1951, une troisième révisée par Pichois en 1961, une quatrième, celle de Pichois des années 70, et nous en sommes à la cinquième, qui reprendra le plan strictement chronologique que Pichois avait réalisé en 1975. Il en reconnut donc par la suite la paternité. Mais Pichois était un homme très actif et il signa également des éditions des Fleurs du Mal et des Paradis artificiels au Club du meilleur livre, ainsi que des Fleurs du Mal au Club des libraires de France. Vous voyez que, comme Barthes, dans ces années-là, il se répandait dans tous ces clubs, et comme il le racontera plus tard, sa collaboration au Club du meilleur livre restera l'un de ses grands souvenirs de sa jeunesse littéraire, puisque c'est à cette occasion qu'il rencontra Yves Bonnefoy, et ce fut le début de leur amitié. Alors, cette incidente sur cette rencontre entre Barthes et Pichois dans cette édition de 1955, j'aimerais bien la développer, puisque j'ai bien connu et Barthes et Pichois, donc de 10 ans plus jeunes, que j'ai aussi une immense admiration pour Claude Pichois, qui était un grand savant, tout à fait différent de Barthes, bien entendu, peu d'atomes crochus entre les deux, mais c'est comme Merton ou Hirschman que je citais tout à l'heure, l'un de ces hommes critiques les plus remarquables que j'ai pu rencontrer. Alors, ces deux beaux volumes de Baudelaire furent mis donc sur le marché par le Club du meilleur livre, cette filiale de Gallimard et de Hachette. Et peu après, Gallimard sortit de cet arrangement, puisqu'au fond, c'était une concurrence à la Pléiade. Les volumes du Club du meilleur livre, à cette époque, étaient meilleurs que ceux de la Pléiade. Il y eut encore dans cette collection un magnifique Verlaine, que je vous recommande, qui est probablement meilleur que celui de la Pléiade, mais c'est le début de la sortie de Gallimard de ces clubs du livre, et tout le personnel du Club du livre, voici, c'est le directeur du Club du meilleur livre, qui est rapatrié chez Gallimard, et c'est lui qui invente en 1966 cette belle collection Poésie. Voici les 3 premiers volumes de Poésie, et vous voyez comment on passe du Club du livre à ces collections de poche, j'ai envie de dire highbrow, cette fois. On passe du Club du livre aux collections de poche qui ne visent plus les gros tirages du livre de poche des années 50, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent, et de nouveau une très belle couverture de Massin dans ces volumes. Les 3 premiers volumes sont donc Éluard, Mallarmé et Garcia Lorca. Tout au long des années 50, l'activité de Barthes fut donc très intense dans les clubs, secteur nouveau et très porteur de l'édition. Il préface ainsi quelques promenades dans Rome, de Stendhal, à la Guilde du Livre de Lausanne. Donc, vous voyez qu'il n'est pas seulement dépendant des clubs français, mais aussi du club de la Guilde du Livre, qui est plus ancien et qui est donc basé à Lausanne. Il collabore très souvent à la Guilde du Livre, qui est le bulletin de la Guilde du Livre, et il y loue des ouvrages très divers publiés par la Guilde. Un trésor de la poésie populaire française, Nana de Zola, les contes de Maupassant, Notre-Dame de Paris de Hugo, tout ça au milieu des années 50. Ce sont des articles courts
peu engagés que Barthes n'a jamais recueillis par la suite. Ils ne sont pas dans les essais critiques, ni dans les nouveaux essais critiques, et on comprend donc qu'ils étaient de pure commande. Seul le dernier fait exception, et ça montre le moment où Barthes se dégage un peu de la commande. Le dernier, c'est celui-ci, en 1960, justement la date où le statut de Barthes change, aussi bien à l'école pratique que dans l'édition, et c'est un article qui porte sur les gommes d'Alain Robbe-Grillet. Donc c'est toujours la même chose, les gommes épris dans la guilde du livre. Il est illustré d'ornements de Paul Klee, de même que dans l'édition du roman, et en vérité c'est un article qui raboute des paragraphes empruntés au compte-rendu des gommes que Barthes avait donné à la revue Critique sous le titre Littérature objective en 1954, article qui, lui, sera recueilli dans les essais critiques. Donc vous voyez le changement de statut. Il n'écrit plus sur commande, mais il donne un résumé d'un article qu'il a déjà publié ailleurs. La belle préface, voilà la couverture du numéro où on trouve cet article sur Robbe-Grillet. Voilà beaucoup d'ouvrages de ces clubs qui ont des préfaces de Barthes. La belle préface des romans et contes de Voltaire, intitulée « Le dernier des écrivains heureux ». Elle paraît en 1958 dans le Club des libraires de France, celui qui a été créé par les libraires pour faire concurrence au Club du livre français et au Club du meilleur livre. Et ça, c'est le graphiste Pierre Faucheux, très important dans cette période. La préface, ça c'est un beau livre que j'ai acheté à l'époque, enfin plutôt en revente, c'est La sorcière de Michelet, une belle préface de Barthes à La sorcière de Michelet, au Club français du livre en 1959. En revanche, la préface aux Réflexions et sentences de La Rochefoucauld, publiée en 1961 par le Club français du livre, est un exercice de structuralisme un peu appliqué, et Barthes ne l'a pas retenu dans les essais critiques. Alors voilà encore un texte qui m'avait jamais enthousiasmé, et j'ai été heureux de découvrir que Barthes non plus n'aimait pas ces pages, c'est pour ça qu'il ne les avait pas retenues dans les essais critiques, et lorsqu'il préparera son autobiographie, Roland Barthes par Roland Barthes, il relira toute son œuvre. J'en parlerai la semaine prochaine, je parlerai du Roland Barthes par Roland Barthes la semaine prochaine, autre commande détournée, et à ce moment-là, il relit toute son œuvre et il fait une fiche sur cette préface en disant « un texte raté, mais dont le projet était intéressant et reste valable, La Rochefoucauld, une structuration des maximes de la maxime ». Il l'a toutefois écarté des essais critiques, il la reprendra dans les nouveaux essais critiques en 1972, où il prend pas mal des articles qu'il avait écartés jusque-là. Et puis l'un des derniers trésors du Club du livre, ce sont les illustrations de l'encyclopédie, publiée en 1964 par le Club des libraires. Les plus belles planches de l'encyclopédie, c'est au fond la fin de cette période, et c'est réalisé avec Robert Mosy. Voilà quelques dédicaces des livres de Barthes à cet ami Robert Mosy. On rencontre donc à partir de ce moment-là des textes plus longs, plus ambitieux, plus personnels, et probablement qui n'ont pas besoin de provoquer, comme les textes sur Camus ou sur Racine. Ils témoignent d'une transition vers des préfaces originales, sympathiques, approfondies, que Barthes écrira dans les années 60, au moment où les clubs ont entamé leur déclin et que les nouvelles collections de poches moins populaires apparaissent, plus highbrow, comme je disais, notamment la collection 10-18, Le Monde en 10-18, qui est lancée en 1962 chez Plomb
et qui vise les nouvelles classes d'étudiants et de diplômés des universités, qui n'a pas du tout les mêmes tirages que le livre de poche, beaucoup plus populaire. Et alors on a un témoignage assez intéressant de cette transition des clubs vers le livre de poche. Barthes donne la même préface, la même année, au Caractère de La Bruyère, à la fois au Club des libraires de France et en 10-18. Là, c'est la fin d'une époque, là, c'est le début d'une nouvelle époque. Et bien sûr, il y a, en 1965, cette préface que j'évoquais tout à l'heure, la préface à la vie de Rancé, qui est, au fond, le substitut de la préface absente des Mémoires d'outre-tombe. La voyageuse de nuit, ce beau titre que Barthes reprend à la vie de Rancé. Alors ces textes-là, me semble-t-il que c'est vraiment là qu'on a le meilleur Barthes. Ce sont les plus sensibles de son œuvre et c'est ceux qu'il réunira. Il y a encore l'introduction à Asiadé de Pierre Loti pour une édition italienne, une traduction italienne, et l'édition de Fromentin, Dominique de Fromentin, également pour une traduction italienne. Lorsque Barthes relit son œuvre durant l'été de 1973 pour préparer le Roland Barthes, par Roland Barthes, c'est la préface à la vie de Rancé qui lui semble le meilleur article de ses essais critiques. Certaines contributions de ces années s'éloignent, me semble-t-il, un peu de la commande et deviennent des témoignages de fidélité, des signes d'amitié ou des reconnaissances de dette. Et je pense à celle-ci. C'est une postface et non une préface. C'est le commentaire des photographies de Pic qui est jointe à l'édition de Mercourage et ses enfants en 1960. C'est un très beau texte, et je dis c'est un texte de fidélité puisque ça nous rappelle le Barthes du début des années 50 qui avait découvert Brecht. En vérité, cette postface de Mercourage, c'est le premier texte de Barthes que j'ai lu, mais je ne savais pas qui était Barthes à l'époque. Je l'ai lu anonymement, tout simplement parce que Mercourage était au programme des classes préparatoires scientifiques en 1967, et l'année où j'étais en hypotaupe. Et je n'avais jamais entendu le nom de Barthes, mais j'ai lu ces pages, et c'est bien des années plus tard que j'ai découvert qui en était l'auteur. De même, ce texte-ci, la préface au roman de Grosbrier de Bruce Morissette, et bien sûr celui-ci, la postface au roman de Jean Quérol dans la collection 10-18. Donc voilà trois textes qui, me semble-t-il, sont évidemment des commandes, mais qui n'ont plus le statut des commandes des années 50, qui témoignent de cette place différente qui est celle de Barthes dans le milieu littéraire et dans l'édition. Et on pourrait dire la même chose des pages qu'il donne sur Sade en 1967 au Cercle du livre précieux, encore un de ces cercles, de Claude Chou. C'est le dernier volume des œuvres complètes de Sade qui rassemble des textes critiques de Klossowski, de Solers, etc., dont un texte de Barthes qui n'est plus à proprement parler une commande, puisque c'est la reprise d'un article qui vient de paraître dans Tel Quel. Mais on peut dire que dans Tel Quel, c'est une prépublication du volume du Cercle du livre précieux. Vous voyez que Barthes adopte peu à peu la morale de Stravinsky, que je décrivais la semaine dernière, et se fait commander ce qu'il a envie d'écrire ou ce qu'il est en train d'écrire. Barthes signera bientôt, alors toujours des commandes, bien entendu, mais ce sont des textes beaucoup plus ambitieux pour accompagner deux beaux livres illustrés de grand format
destiné à une clientèle aisée chez Franco Maria Ricci, RT, son texte sur les lettres à la lettre chez RT, et puis sa préface à Arcimboldo en 1978. C'est enfin la physiologie du goût de Brillat-Savarin. Mais vous le voyez, les temps ont changé. Nous sommes sortis de l'âge des book clubs, qui sont tous mis en sommeil à partir du début des années 60. Gallimard interrompt le club du meilleur livre, où le dernier volume est publié en 1963. Le club des libraires de France ferme en 1966 et le club français du livre se fond dans le grand livre du mois qui vient de disparaître pour de bon avec France Loisirs aujourd'hui. Mais vous voyez que Barthes, comme d'autres aspirants écrivains qui avaient fait leur classe durant les années de l'occupation et souvent dans la résistance, qui pour beaucoup ont été des compagnons de route du PC après la Libération, a participé, plus souvent qu'à son tour, à cette filière des clubs du livre, sur lesquels une enquête sociologique, sur tous ces mercenaires de la plume, sur ce marché de la préface d'écrivain, tout cela mériterait une enquête. Mais vous voyez que pendant longtemps, il a détourné de son cours commercial et bourgeois cette entreprise, papillonnant d'un club à l'autre sans montrer de fidélité particulière. À partir des années 60, il fait toutefois ce qu'il veut des commandes que l'on sollicite de sa plume, et je prendrai comme dernier exemple cette préface à Éden de Pierre Guyota en 1970, où le volume est précédé de 3 préfaces de Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Solers. L'une préface très brève, mais on peut dire que ce n'est plus pour répondre à une commande, mais pour exécuter un exercice commandé, pour mener une action de commando, pour couvrir de son autorité un livre osé, ce qui n'empêcha pas le ministre de l'Intérieur de l'interdire dès qu'il sortit des presses. Merci. La semaine prochaine, je vous parlerai donc du plaisir du texte et de la manière dont Barthes a détourné cette commande.